Bonjour et bienvenue à la gare à jeux. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le bilan ludique de janvier 2022. En tout cas, mon bilan ludique des jeux auxquels j'ai joué tout au long du mois. J'ai pu jouer au total 26 jeux sur ce mois de janvier. Donc, j'essaye de jouer, d'avoir du temps pour jouer en dehors des lives. Et donc, on va faire un peu le point. Je vais vous présenter les jeux auxquels j'ai joué, ceux que j'ai bien aimés, les points sur lesquels j'ai moins bien apprécié, etc., etc. J'ai pu jouer avec une vingtaine de personnes. En gros, ça fait 40 heures de jeu sur ce mois de janvier, 26 jeux joués et une bonne partie qui se joue à 6 joueurs et plus, puisque l'idée c'était de pouvoir inviter du monde à la maison et de jouer à nombreux, mais pas que. Donc dans les jeux qui ont été joués sur ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a évidemment les jeux qu'on a fait à la gare à jeux déjà, c'est-à-dire Twilight Imperium, évidemment. Ensuite, il y a Magic Realm. Vous avez les vidéos déjà sur ces deux jeux-là, donc là, je n'en parlerai pas plus sur ces deux jeux qui ont été joués déjà au mois de janvier. Ensuite, il y a eu évidemment Robin des Bois, c'est pareil, j'ai fait la review dessus, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, il suffit d'aller voir la vidéo, donc jeu que j'ai reçu de la part de Yellow, que je remercie encore une fois. Donc si vous êtes intéressé par Robin des Bois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale dessus. Une aventure, j'ai fait toute la campagne sur ce mois de janvier, on y a passé 8 bonnes heures avec ma compagne et du coup on s'est bien amusé. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Du coup c'est un jeu qui a été finaliste du Spiel 2021 et qui fait partie dans les jeux famille. En tout cas il est plutôt à la une en ce moment. Alors ensuite, à quoi j'ai joué sur ce mois de janvier? Alors pareil, un jeu que vous avez déjà vu parce que j'ai fait un live à la gare à jeux, c'est à la recherche de la planète X. Donc il y a eu une partie live sur le jeu. Alors j'y ai joué, j'ai pas fait le mode solo, mais c'est vraiment un jeu, une belle expérience ludique. Ça change un peu d'habitude. Moi je l'assimile à du Mastermind version dans l'espace. Il faut trouver la planète X. Les parties durent une bonne heure. Vous avez une graduation de difficulté si vous êtes débutant ou confirmé sur le jeu. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs, de solo jusqu'à 4 joueurs. Et nous on a testé à 2 et 3 joueurs et à chaque fois on s'est bien amusé. Voilà, on s'est bien, enfin quand je dis bien amusé, on a bien fait chauffer les neurones puisque c'est un jeu de déduction, de logique, et il va falloir trouver le plus rapidement possible cette fameuse planète X avec les informations que va nous donner l'application. Donc ça se joue par contre avec une appli. Une belle découverte, c'est un jeu de Foxtrot Games, Renegade Studio et Origames. Si vous avez raté la vidéo, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo sur le replay YouTube. Donc j'en dirai pas plus sur ce jeu puisque du coup on a déjà fait une vidéo dessus. On continue. Alors mes coups de cœur. Alors je suis pas le seul à avoir des coups de cœur de ce jeu qui a été réédité, qui est vraiment super. Je me suis vraiment régalé à y jouer. C'est Fantasy Realm, du jeu de cartes. Je l'assimile un peu à un jeu de cette famille, mais pas vraiment. C'est vraiment un jeu qui est très sympa. Ça se joue rapide, parce que ça se joue en une quinzaine de minutes, jusqu'à de 2 à 6 joueurs. Vous avez un mode avancé où vous pouvez jouer à 7 joueurs. C'est une histoire de restriction de cartes évidemment. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 7, mais à 7 joueurs je pense que c'est le gros bordel, parce que le mode de jeu c'est en gros il faut échanger entre les joueurs et c'est compliqué. Mais en gros pour résumer, donc il a été aussi nominé en 2021 au Spiel. C'est un jeu donc localisé par Don't Panic Games et c'est du With Kids et c'est un jeu de Bruce Glasgow. Alors on va changer d'écran et puis je vais vous le montrer un petit peu, vous montrer ce qu'il y a dans le jeu. Je pense que vous avez déjà vu des reviews dessus parce que c'est un jeu qui tourne pas mal, qui est réédité, qui tourne pas mal, qui était pas mal demandé, donc des parties où les 10-20 minutes, 14 et plus, mais on peut y jouer avec des plus jeunes. C'est un jeu qui est assez, comment dire, il faut arriver à comboter vos cartes. Donc c'est un jeu de combo, vous allez avoir des cartes en main. Donc l'idée c'est que vos cartes, c'est un peu un jeu à la mode cette famille. Alors on va essayer, voilà, de zoomer pour voir un peu mieux les cartes. Voilà, donc des cartes, déjà le fluff est très sympa, c'est du fantastique, un royaume fantastique. Il y a une belle immersion, c'est-à-dire que dans ce jeu, quand on joue, donc je dis cette famille parce qu'il y a le concept des seigneurs, il y a les vagues, il y a les terrains, il y a les flammes. Et évidemment, ils vont avoir tous des capacités. Le but du jeu, c'est quoi? Ça va être à la fin de la partie, quand il y aura plus de cartes,
quand vous aurez fait un certain nombre de tours, plus exactement, vous allez scorer les cartes que vous avez en main, et ce sera celui qui aura le plus de points qui va gagner la partie. Alors, vous allez scorer évidemment les points que vous avez en haut à gauche de vos cartes, mais pas que, vous allez cumuler leur capacité. Et c'est là le nerf du jeu, et c'est là où il se fait vraiment très bien, puisque les capacités, il y en a qui vont vous faire des malus, d'autres des bonus, et vous allez essayer au mieux de, du coup, de comboter les cartes pour qu'elles vous fassent le plus de points possible. Donc là, dans nos parties, il y en a qui sont montés jusqu'à 100, je sais plus, c'était 180 points dans les points maxi, mais voilà, sinon ça tournait aux alentours de 140, 150, mais alors que vous voyez, les cartes, elles peuvent faire 2 points, 23 points, c'est vraiment les combos qui sont importants, et on s'y croirait parce que du coup, quand vous prenez le feu de forêt, malus, masque toutes les cartes sauf les flammes, les sorciers, le climat, voilà. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup le feu de forêt il pénalise certaines cartes, ce qui est normal parce que c'est un feu de forêt. Donc à chaque fois vous allez avoir comme ça un côté un peu immersion qui fonctionne très bien entre les bonus et les malus en fonction de ce que vous avez. Lui par exemple il fait 0 points mais c'est un joker, peut copier le nom, la force de base, la famille et le malus, mais pas le bonus de n'importe quelle autre carte de votre main. Donc comme ça vous allez du coup comboter, il y a par exemple des combos qui vous demandent de faire une série de cartes pour avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, une série de chiffres. Il y en a d'autres qui vont vous demander d'avoir que des familles différentes. Il y en a qui vont vous demander d'avoir une carte spécifique. Donc du coup, ça va être à chaque fois à vous, en fonction du nombre de tours qui sont assez restreints, d'arriver à avoir d'être le plus optimal. Moi je m'en sors jamais très bien parce que je veux toujours avoir le truc tellement j'attends la carte qu'il faut, puis en fait à la fin de la partie je l'ai pas eu et du coup j'ai trop attendu. Alors pourquoi le concept est très sympa? Parce qu'en fait vous allez avoir des cartes en jeu qui vont être visibles puisqu'à chaque fois vous allez ou piocher une carte de la pioche face cachée, donc vous savez pas ce que vous aurez, ou alors vous allez pouvoir prendre une carte qui a été mise en jeu, et donc du coup les autres aussi voient si vous prenez une carte qui a été mise en jeu ce que vous avez pris. Donc ça va être intéressant parce que si vous regardez un peu les jeux des autres, vous allez éviter de leur mettre des cartes qui peuvent les intéresser une fois que vous connaissez bien le jeu. Donc vous allez prendre par exemple une carte qui est face visible, et après dans votre main, vous allez à chaque fois, à chaque fin de tour, décider de quelle carte vous allez défausser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir malgré tout défausser des cartes. Donc là, à chaque fois, c'est un peu du qu'est-ce que je garde? On a envie de tout garder dans ce jeu. Il va falloir décider ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Donc supposons par exemple, je mets cette carte-là, hop, je la mets en jeu, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis je la mets en jeu, c'est-à-dire que je la mets dans la défausse, mais la défausse est visible. Et les autres joueurs pourront prendre la carte que j'ai mis dans la défausse visible. Donc c'est à la fois, c'est est-ce que je la garde ou pas cette carte, et si je la garde pas, elle va peut-être servir pour les autres. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Donc à chaque fois, je vais ou piocher du coup dans ce fameux pool de cartes qui aura été dans cette défausse visible qui aura été alimentée par les autres joueurs, ou alors je vais piocher dans la pioche, mais là je ne saurai pas ce que j'aurai. Et petit à petit, comme à chaque fois que vous avez fini votre tour de jeu, vous allez mettre une carte, et ça va arriver sur la fin du round, puisqu'en fonction du mode de jeu que vous avez, si je dis pas de bêtises, là c'est une fois que vous avez 10 cartes visibles, c'est ça, et du coup la partie s'arrête instantanément. Donc dès qu'il y a 10 cartes visibles, c'est terminé. Donc la partie va s'arrêter. Donc ça va quand même assez vite. Donc vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc pour résumer, c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Ça marche super bien avec tout le monde. Ça casse bien le cerveau parce qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, Fantasy Realms, vraiment une belle acquisition puisque je l'avais reçu, je l'avais récupéré pour pouvoir acheter, pour pouvoir faire ma session week-end jeu à 10 joueurs, enfin 10 joueurs, là on n'a pas joué à 10, mais en tout cas avec un nombre de joueurs important. Donc voilà, belle découverte, jeu vraiment très sympa, qui se joue donc à 6, jusqu'à 6, voire 7, si vous jouez avec la variante. Ensuite, on continue dans les découvertes. Alors, tout à l'heure, j'avais fait une vidéo, je disais que j'ai pas beaucoup de jeux d'ambiance. Là, il y en a quand même quelques-uns qui font l'exception. J'en ai quelques-uns quand même de jeux d'ambiance, dont celui-là que j'avais pris aussi donc en début janvier pour jouer à beaucoup, parce qu'on peut jouer à 10 joueurs. Et donc, il y a quand même pas tant de jeux auxquels on peut jouer à 10 joueurs et plus. Alors, c'est beaucoup des jeux d'ambiance, mais celui-là, je le trouvais assez original. Il est fun, il est rigolo, notre lipogramme. Il est bien sympathique. Alors, c'est quoi notre lipogramme? Vous allez être obligé de jouer avec une application. Par contre, je pourrais vous montrer, on pourra faire une session à la garageuse si vous voulez, de lipogramme, parce que c'est très sympa. Et donc, le concept, c'est que l'application va
vous débloquez du challenge petit à petit. C'est quoi le but du jeu? Vous allez jouer au début en équipe, en coopératif, mais vous pouvez jouer aussi à 2 équipes l'une contre l'autre. Et le but du jeu, ça va être quand vous tirez une carte, en fonction du numéro choisi par l'application, vous allez devoir faire deviner le mot qui est sur la carte. Jusque là, on reste sur du jeu d'ambiance habituel, sauf que vous n'allez pas pouvoir dire certaines lettres. Et c'est là où ça se complique, c'est-à-dire que des fois on va vous dire ne pas dire la lettre F, ne pas dire la lettre E, etc. Pas de la lettre du mot, enfin, ça, le mot, les gens pourront dire le mot évidemment, mais vous, quand vous allez devoir le faire deviner avec des phrases, des mots, il ne faudra pas dire certaines lettres. Donc c'est là la difficulté, c'est-à-dire faire deviner des mots en ne disant surtout pas certaines lettres dans vos phrases. Et comme il va falloir aller vite parce que l'application, eh ben, elle vous minute, donc vous allez avoir 45 secondes, 30 secondes, 25 secondes pour faire deviner le plus de mots possible, le plus de cartes possible, ça va dépendre, les challenges changent. Et ben c'est pas évident. Et ça change à chaque fois. Donc il y a un mode de défi, c'est très sympa, et à chaque fois vous allez débloquer des nouvelles, choses sur l'application à force de jouer. Et ça c'est plutôt sympa. Donc au début ça commence fastoche, et puis petit à petit vous allez débloquer des nouveaux challenges de plus en plus durs. Et là après, ben prenez garde parce que ça va pas être simple du tout. Vous avez la petite ambiance hippopotame en plus qui est très sympa. Et voilà, donc très bonne ambiance autour d'une table, que vous y jouiez en coop ou en versus, l'hippogramme, c'est sympa si vous voulez jouer, même à partir de 2, mais en tout cas quand vous êtes nombreux, c'est bien rigolo. Donc il faut avoir une appli, par contre, si vous voulez pas jouer avec une appli, c'est pas possible. Et là pour le coup, l'appli elle est quand même très présente, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un joueur qui soit présent sur l'appli, parce que si vous dites la lettre qu'il faut pas dire, il va falloir cliquer sur, taper sur le G, et du coup votre hippopotame il va aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que là vous avez un hippopotame qui se balade sur l'application, et il va falloir arriver à le faire avant, du coup, à réussir à donner les mots avant un temps imparti. Et il va plus ou moins avancer sur cette échelle en fonction de vos bonnes réponses. Et si vous faites une mauvaise réponse, vous allez perdre du temps tout simplement. Donc il y a besoin par contre de l'application. Voilà, c'est comme ça. J'allais dire malheureusement, mais à la fois c'est ce qui permet de donner du piment au jeu, puisqu'il y a un minutage sympa, et puis il y a des challenges qui se débloquent petit à petit. Voilà, donc l'hippogramme, belle découverte qui se joue à 10 joueurs et plus. Un jeu donc de Kif Édition, très très sympa, de Pierrick et Renaud Libral Sceaux et illustré par Pierrot. Voilà, donc jeu bien sympathique que j'ai joué sur ce mois de janvier. On continue dans les jeux. Alors un jeu, là vous le connaissez puisqu'à la garageux vous l'avez voté dans les jeux dans le top jeu garageux. Hein, hop, la petite pochette. Hein, voilà, vous savez ce que c'est. Hop, je vous le montre quand même rapidement, mais vous le connaissez. Hop, la petite pochette en velours. Attention, attention. Voilà. Donc, Love Letter. J'avais envie de vous dire, c'est de qui quand même? Conception, C.J. Canet. Développement, Justin Capénin et Alexander Hortloff. Voilà, c'est du jeu Edge et Zedman Games. Voilà, donc ça prend pas de place. Vous pouvez y jouer à 6 joueurs. C'est du jeu, ça va très vite aussi. Hein, c'est un jeu de déduction, puisqu'en fait vous allez avoir à chaque fois que 2 cartes en main, et dans vos cartes, eh ben, vous allez avoir des capacités sur vos cartes. Le but du jeu c'est d'amener la lettre à l'arène, d'être le dernier, alors ou vous êtes plusieurs en lice et à la fin vous êtes plusieurs à amener la lettre et c'est celui qui aura la valeur la plus haute qui va gagner. Ou alors vous êtes le dernier survivant à amener la lettre à l'arène, et dans ce cas là vous gagnez un point. Donc à chaque fois vous allez gagner comme ça des points, vous allez avoir plusieurs manches jusqu'à avoir un certain nombre de points en fonction du nombre de joueurs où vous jouez, et à chaque fois ça va être un jeu de déduction, de se dire tiens, qu'est-ce que les autres ils ont comme carte. Il n'y a pas une cinquantaine de cartes, hein, donc les effets, vous savez qu'il y a par exemple le temps de garde, il y a tant, le prince il n'y en a qu'un, mais combien il y a de garde, combien il y a de prince, combien il y a de chancelier, et en fonction du nombre, vous faites des statistiques, des pronostics, et vous dites, tiens, est-ce qu'il a peut-être cette carte ou cette carte, et en fonction des effets de vos cartes, vous allez pouvoir éliminer des joueurs, ou alors leur faire des fourberies, et puis il va falloir essayer de ne pas vous faire démasquer non plus si vous avez certaines cartes. Donc voilà, jeu de déduction, et puis surtout jeu de bluff, jeu un peu ambiance et fort sympathique autour d'une table. Voilà, ça fonctionne bien. De toute façon, la gare à jeu, il est bien. Vous l'aimez bien. Il y a déjà eu des parties dessus, donc on a joué aussi à ça, et puis donc à ce jeu, et c'était fort sympathique.
J'en parlerai pas plus, sauf si vous voulez qu'on y rejoue à la guerre à jeu. Mais en tout cas, il n'y a pas de mode solo évidemment sur ce jeu-là. Voilà, on continue. On continue parce que lui, de toute façon, vous le connaissez déjà. On enchaîne avec une belle découverte aussi qui se joue à assez nombreux, qui se joue jusqu'à 8 joueurs. Unstable Unicorns, c'est un jeu du jeu de cartes de 2 à 8 joueurs. Ça marche bien à 2 joueurs, ça marche bien à 8 joueurs aussi. On s'est bien éclaté à y jouer, franchement c'était bien fun. Attention les parties, il faut compter une bonne heure quand vous êtes nombreux. 8 ans et plus, les règles c'est facile. Il y a 135 cartes, un livret de règles, ça s'apprend très vite. Et on joue autour de la table, c'est fun. Et surtout l'iconographie est très fun avec les bébés licornes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au tout début du jeu, vous allez avoir un bébé licorne, c'est-à-dire il n'a pas d'effet particulier. Et par contre, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'arriver à avoir un certain nombre de licornes en jeu. Alors en fonction du nombre de joueurs, ça va être différent. Si vous êtes de 6 à 8 joueurs, par exemple, il faut que 6 licornes en jeu. Sinon, c'est 7 licornes et on gagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre zone de jeu révélée, il va falloir avoir, par exemple, si vous jouez à moins de 6 joueurs, avoir 7 licornes. Et le premier qui a 7 licornes, la partie s'arrête, il a gagné. Voilà, vous allez vous dire, bah, c'est facile, hein, du coup on pose des licornes, on a gagné. Pas si simple que ça, parce que vous allez avoir une main de cartes. Avec votre main de cartes, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir... donc piocher évidemment une carte, alors vous aurez une pioche, hein, là par contre elle n'est pas face visible, vous allez piocher une carte, et après vous allez jouer une carte, donc jusque là vous allez dire les règles c'est facile, mais vous allez avoir des licornes alors standard, donc là elles font rien de particulier, elles vous marquent juste du scoring si elles sont dans votre zone de jeu, hop voilà, parce qu'à la fin il faut en avoir, comme je disais, 7, mais vous avez des licornes magiques qui vont vous faire par exemple des effets. Par exemple cette jolie licorne, elle vous dit quoi? Elle dit les cartes licornes standard ne peuvent entrer dans aucune écurie à part la vôtre. Les écuries, c'est vos licornes qui sont face visible devant vous. Donc si je mets cette licorne là, et ben les autres ne pourront plus mettre de licorne standard devant eux. C'est-à-dire que du coup, ils vont être obligés de m'éliminer cette carte, sinon ils ne pourront pas mettre en tout cas les licornes standard. Et donc c'est que comme ça, c'est un jeu assez fourbe, parce qu'au début on se dit bon bah c'est simple, mais en fait autour de la table, il va falloir être vilain pour essayer d'arriver à ses fins. Donc vous avez comme ça plein d'effets qui vont se cumuler, vous avez des effets, des sorts, des cartes magiques qui vont embêter les autres, vous avez des cartes U comme on appelle, qui vont faire des contre-sorts et éviter que les autres posent une carte en jeu. Vous allez avoir des cartes d'attaque, par exemple la caméra espionne, regardez ça. Votre main doit être visible pour tous les joueurs. Donc ça, si vous la balancez chez quelqu'un, la personne qui recevra ce sort sera obligée de laisser sa main visible, et cette carte attaque sera chez lui tant qu'il n'arrive pas à la défausser, tant qu'il n'arrive pas à l'enlever de sa zone de jeu. Donc fort sympathique aussi, fort sympathique. Voilà, après il y en a plein, il y a plein d'effets, hein. Donc là il y a par exemple celle-là. Si cette carte doit être sacrifiée ou détruite, vous pouvez défausser une carte à la place. Donc vous voyez, ça combotte, hein. Vous pouvez sacrifier vos propres cartes pour comboter, pour faire certaines choses. Vous pouvez faire pas mal de choses chez les adversaires aussi, évidemment. Carte amélioration, vous avez des enchantements, par exemple là, cette saut à 2 cordes. Si cette carte se retrouve dans votre écurie au début de votre tour, vous pouvez jouer 2 cartes pendant votre phase d'action. Donc on disait tout à l'heure, on peut jouer qu'une seule carte pendant notre phase. Si jamais je mets cette carte-là sur une de mes licornes, je l'améliore, elle restera tout le temps en jeu, et tant que personne ne me l'enlèvera, cette amélioration, je pourrai jouer 2 cartes au lieu d'une. Vous imaginez le gros burst, puisque logiquement c'est une, ça veut dire que vous jouez 2 fois plus que les autres. Évidemment, les autres ne vont pas vous laisser la carte, hein. Voilà, là on peut défausser 2 cartes, puis détruire une carte licorne. Donc ça, si on a ce buff là, ça va permettre de détruire des cartes licornes chez les adversaires. Et vous avez plein, l'iconographie est complètement burlesque, hein, elle est très très sympa, c'est vraiment bien fun. C'est complètement déjanté, complet, c'est le cas de le dire. Et vous avez voilà les contre-sorts justement, si jamais quelqu'un lance un sort, même quand c'est pas votre tour de jeu, vous pouvez l'embêter quand c'est son tour grâce à ces cartes-là. Sinon, évidemment, vous ne pouvez pas jouer de cartes si c'est pas votre tour, sauf ces fameuses cartes U. Voilà, des cartes magie, déplacer une carte amélioration ou attaque de l'écurie de n'importe quel joueur vers celle de n'importe quel autre joueur. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez mis votre carte amélioration, mais vous pouvez, avec cette carte magie, par exemple, la piquer qui est de l'écurie de quelqu'un d'autre. Et donc vous avez que des cartes complètement vilaines, hein. Il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire que des effets vilains, et autour de la table à l'arrivée, quand vous êtes tous vilains, ça peut durer très longtemps, puisqu'on s'en fout plein les pattes. Détruisez une carte licorne.
Donc celui qui pense arriver à la fin, si vous êtes 8 joueurs par exemple, évidemment vous allez vous en prendre plein de la part de toute la table. Donc n'attirez pas trop l'attention de tout le monde, parce que si vous pensez gagner, évidemment quand vous jouez à 8, vous pouvez en avoir 7 qui vous empêchent d'arriver à avoir votre 6e licorne par exemple. Un jeu qui est vraiment très cool, vraiment très fun. Du jeu cartes efficace, les règles elles sont simples, ça se joue très bien, donc une belle découverte aussi pour ce mois de janvier sur Unstable Unicorn, un jeu, voilà, jeu très sympa. Voilà, il était winner, gagnant de je sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, oui juste parce que je vous ai parlé tout à l'heure, mais est-ce que, juste pour terminer, à chaque fois, j'aime bien quand même. C'est la 2e édition, livre de règles 2e édition. On n'a pas tous ceux qui ont fait les illustrations et tout là. Ça serait bien quand même d'avoir. Parce que là, sur la boîte, ça je trouve ça dommage quand sur la boîte il n'y a pas marqué, l'illustrateur, l'auteur et tout ça. Là, ça manque un peu. Là, je trouve que c'est dommage. 2e édition, ok, mais on aimerait avoir un peu plus d'infos sur la boîte. Alors peut-être derrière. Voilà. Peut-être derrière, mais voilà, il n'y a pas marqué. Hop, je vous montre ici. Voilà. Prix du public 2019. Bon, bah écoutez. Ouais, c'est dommage qu'on voit pas plus l'auteur et les illustrateurs, etc. Mais bon. Ok, bref, passons. On continue pour les découvertes ou les parties qui ont été faites, que j'ai fait sur le mois de janvier. Donc ça, c'est fait, on le met de côté. On continue avec un jeu, encore une fois, j'ai cherché des jeux qui se jouent à 6 joueurs et plus. Là, nous y avons joué à 10 joueurs. C'est jeu de Matagot, jeu des éditions Matagot, Avalon, un jeu de Don Eskridge, qui donc a été localisé, et illustré par Weberson Santiago, donc pour 12 ans et plus, 5 à 10 joueurs. Attention par contre, c'est 5 joueurs minimum, 30 minutes, et là c'est c'est pas un loup-garou, mais on est dans le côté médiéval avec Merlin. On va avoir 2 équipes, et puis il va falloir, il y a une des 2 équipes qui va être gagnante, et c'est un jeu qui marche bien, j'ai beaucoup aimé, on se creuse bien les méninges quand même, puisqu'il va falloir, du coup, vous savez pas au tout début du jeu dans quelle équipe vous êtes, si vous êtes chez les méchants, entre guillemets, ou chez les gentils, et puis vous allez devoir partir en mission, partir en quête, et puis vous allez devoir réussir au moins 3 quêtes de votre camp pour pouvoir gagner de votre côté. Donc il y a les gentils et les méchants, et il y a un système qui fonctionne très bien, un système de bluff, parce que vous savez pas qui est avec qui, évidemment. Enfin, vous savez pas. Les méchants savent avec qui ils sont, les gentils ne savent pas avec qui ils sont, sauf que dans les gentils, il y a Merlin. Merlin, lui, il connaît tout le monde, mais s'il se fait démasquer, il est avec les gentils, mais s'il se fait démasquer, à la fin du jeu, même si les gentils ont réussi à partir en quête et réussir 3 quêtes, si les méchants tuent Merlin à la fin du jeu, du coup les gentils ont quand même perdu. Donc nous par exemple sur notre partie à 10 joueurs, on avait réussi à valider 3 quêtes sans se faire avoir par les adversaires, les méchants. Je faisais partie des gentils avec Merlin, mais malheureusement Merlin s'est fait démasquer malgré tout à la fin, et il s'est fait tuer par les méchants. Donc vous avez, c'est difficile, c'est pas évident comme jeu quand même. Donc en gros comment ça marche, chacun a une petite carte qui va symboliser s'il fait partie des gentils ou des méchants, et évidemment il ne va pas la révéler. Hop, voilà, donc là vous avez ces fameuses cartes, et après qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait va y avoir à chaque fois un roi, donc il va y avoir un roi, il peut être du côté méchant ou gentil. À chaque nouvelle quête il va y avoir un roi différent, et le roi va voter pour savoir avec qui il va partir en quête. Donc il va donner des jetons en disant tiens, je veux qu'un tel parte en quête, toi ou toi. Là par exemple il va falloir partir avec 3 personnes en quête. Le roi peut décider de partir en quête lui-même et se voter lui, ou il peut décider de ne pas se voter lui. Donc il va falloir qu'il vote 3 personnes pour partir en quête. Évidemment si le roi est méchant, il va faire en sorte que la quête échoue, et si jamais le roi est gentil, il va faire en sorte que la carte réussisse. Il va falloir évidemment, comment ça va fonctionner pour qu'elle réussisse ou qu'elle échoue la quête? Et une fois que vous avez voté les personnes qui vont partir en quête, vous votez. Une fois que le roi a élu les personnes qui vont partir en quête, tout le tour de la table va faire un vote pour décider si ils sont OK ou non sur les personnes qui ont été élues pour partir en quête. Donc chacun va voter, et là il va falloir qu'il y ait la majorité qui l'emporte pour partir en quête. Donc
Comment ça fonctionne? Et ben chacun a son jeton, il le cache évidemment, enfin il le cache pas, il le révèle, il dit bah voilà, moi je vote pour ou je vote contre pour que ces personnes-là partent en quête. Et si jamais les personnes, il y a une majorité qui décide que les élus ne partent pas en quête, et ben du coup c'est pas grave, on va refaire un tour de jeu avec une autre personne, et là du coup pour le coup on va refaire de nouveau un nouveau vote avec des nouveaux élus pour partir en quête. Attention, si c'est refusé 5 fois de partir en quête, à la 5e fois, bah, et ben là du coup les gentils perdent la partie. Donc il ne faut pas que ça soit refusé 5 fois. Mais donc les gentils peuvent par exemple décider de ne pas envoyer les gens en quête s'ils estiment qu'ils sont pas sûrs des personnes qui vont partir en quête. Enfin bref, c'est peut-être un peu flou comme ça, comme je vous l'explique, mais c'est très fun. C'est vraiment très fun, très très sympa. Et donc à chaque fois, vous allez donc partir en quête. Il va falloir voter pour savoir si oui ou non les personnes élues partent en quête. Et une fois que le scrutin a été validé et que les personnes ont eu assez de votes pour qu'ils puissent partir en quête, il va falloir que dans ces joueurs qui partent en quête, il y ait en fait... Qu'est-ce qui va se passer? Ces joueurs qui vont partir en quête, s'il y en a un dans ces joueurs qui fait partie des méchants, et ben du coup le méchant va évidemment décider de faire échouer la quête. Si la quête échoue, s'il y a un seul méchant parmi ceux qui partent en quête, la quête échoue, puisque le méchant va faire en sorte que les quêtes échouent, puisque c'est le but des méchants, c'est de faire échouer les quêtes. Donc il va falloir faire en sorte, si vous faites partie des gentils, que ceux qui partent en quête, il n'y ait aucun méchant à l'intérieur des personnes qui sont élues. Et c'est là où c'est difficile. Si vous ratez une quête, c'est pas grave. Si vous en ratez 2, ça commence à devenir compliqué. Si vous en ratez 3, vous avez perdu la partie. Et vice versa, les méchants, il va falloir qu'ils arrivent à faire en sorte que toutes les quêtes soient perdues. Donc il faut à tout prix arriver à partir en quête quand vous êtes les gentils avec que des gentils. Si un seul méchant, vous avez perdu. Ça, c'est les règles principales, mais il faut savoir que vous allez avoir des règles annexes. Si vous rajoutez Lancelot, qui va être à la fois du côté du bien ou du côté du mal, vous allez pouvoir avoir l'Excalibur si vous voulez jouer avec des variantes pour compliquer encore plus le jeu. Vous allez vraiment... c'est cool. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un jeu qui se joue très très bien à 10 joueurs. Et voilà, jeu d'intrigue, hein, un jeu de rôle caché comme on dit. Mais contrairement à par exemple au loup-garou très bien connu, où une fois que vous avez joué, que vous avez été éliminé, vous pouvez plus jouer. Là, l'avantage dans ce jeu, c'est que vous jouez toutes les parties, c'est-à-dire vous jouez tous les rounds. Vous ne faites pas éliminer en plein milieu. Il n'y a que Merlin qui peut se faire éliminer, mais dans tous les cas, s'il se fait éliminer, ça sera quand la partie sera terminée. Donc moi ça j'aime bien, parce que j'aime pas trop quand les joueurs se font éliminer dans une soirée, en plein milieu de la soirée ou même au début, et après ils peuvent plus jouer. Voilà donc Avalon, très sympa, jeu où il faut trouver donc arriver à savoir qui fait partie de votre équipe et puis réussir ou non les quêtes en fonction de votre camp, et c'est ça fait vraiment le taf, c'est super. Bon, je suis plutôt sympa depuis tout à l'heure, hein. Voilà, on a fait presque le tour de tous les jeux. À quoi on a joué aussi? Alors à 2 joueurs, on a joué à Gorinto. Gorinto, un jeu de Super Meeple qui était de Grand Gamer Guild, qui se joue de 1 à 4 joueurs avec un mode solo qui est fort sympathique pour des parties de 30 minutes environ, 14 ans et plus. Ça, je l'avais déjà fait sur la chaîne, vous le connaissez, on a déjà fait une partie en live dessus, si vous voulez le revoir, on pourrait rejouer si vous avez envie, on pourra refaire un mode solo dessus tous ensemble si vous voulez. C'est du bon casse-tête, jeu abstrait, bon casse-tête, j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas le redétailler puisqu'on l'a déjà fait à la gare à jeux, mais voilà, j'aime bien ce jeu, il est cool, il marche très bien en solo, il marche très bien jusqu'à 4 joueurs aussi, c'est pas très long à jouer, c'est pas très long à expliquer, et ça casse bien les neurones quand même, donc moi c'est le genre de jeu qui me plaît bien. Si vous voulez rejouer, on y rejouera. Si vous voulez vraiment une review que sur ce jeu, on pourra le refaire, mais il y a déjà des vidéos Gorinto sur ce jeu, c'était pendant l'événement pour Thomas, où on y avait joué. Voilà, et pour terminer cette vidéo, le dernier jeu, le jeu il y a pas mal de monde qui en a parlé à la fin 2021, c'est Forgotten Waters. Forgotten Waters, je l'ai pris aussi parce qu'il se joue à nombreux, puisqu'on peut jouer à 6, et du coup je cherchais des jeux, encore une fois, qui se jouent à 6 joueurs et plus, sans être trop des jeux d'ambiance. Et ben écoutez, c'est un très chouette jeu.
C'est un très chouette jeu. Attention, il faut jouer avec une appli ou en tout cas sur le site parce qu'il y a les voix off qui sont vraiment géniales. Ça peut se jouer aussi en solo. Il y a un mode de jeu pour jouer solo. Nous, on y a joué à 6 joueurs et à 5 joueurs. On a fait la campagne d'introduction. Les voix off sont vraiment super. Les règles sont faciles. Par contre, c'est un peu flou au départ malgré les règles faciles parce que le livret de règles est très, très succinct et en fait, on apprend à certaines choses que lorsque l'on joue. Comment ça va fonctionner sans spoil plus que ça, hein. Vous allez avoir dans le jeu à chaque fois une illustration. Vous allez vous déplacer, en fait vous allez partir, vous êtes des pirates plus exactement. Vous allez avoir vos fiches de pirates. Alors est-ce que j'ai une fiche de pirate vide? Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une cinquantaine de fiches. Elles sont toutes différentes. Vous allez jouer un pirate. Moi, je l'assimile beaucoup ce jeu à du jeu de rôle, mais très, comment dire, il n'y a pas besoin de mettre de jeu. C'est l'application qui va gérer ça. Et vous êtes donc chacun des pirates. Vous êtes sur un bateau. Vous allez devoir jouer en coopératif, mais le but, c'est quand même de faire avancer son propre pirate. À la fin de la campagne, de la mission, ce sont des longues missions, mais c'est pas une campagne, ce sont des longues missions que vous allez jouer. Et à la fin de la mission, votre but du jeu, ça va être d'essayer d'améliorer la destinée de votre pirate pour cocher en fait petit à petit vos constellations, améliorer vos statistiques de découverte, de vigueur, de chasse. Et à la fin, si vous avez suffisamment coché de petites cases de constellation, et ben vous allez avoir en fait ce qu'on appelle les événements de constellation. Et si vous en avez à la fin de votre scénario au moins 4, et ben votre personnage a gagné la partie, mais pouvez être plusieurs à gagner la partie. Votre pirate, vous pouvez avoir plusieurs pirates qui gagnent. Voilà. Il faut en avoir 4 ou 5 si vous voulez avoir une fin légendaire. Si vous en avez moins que 4, vous avez perdu. Donc vous pouvez gagner le scénario en coop, mais par contre perdre l'aventure avec votre histoire personnelle. Vous avez des petits mots, vous avez du fluff. Donc votre pirate, il a une histoire. Au début du jeu, on vous demande d'écrire du texte, de remplir des mots, c'est des textes à trous. Ça, c'est du fluff, c'est-à-dire que l'histoire de votre pirate, vous la retrouverez pas dans l'aventure. Ça reste vous faites avancer votre pirate, vous faites avancer votre histoire vous-même. Mais par contre, l'aventure, elle ne reprend pas spécialement votre fiche de pirate, qui sont toutes différentes. Le fluff, oui, c'est rigolo parce qu'il y a un peu le fun au début de la création de son pirate. Par contre, c'est dommage juste d'avoir mis des mots à trous qui correspondent pas toujours au texte indiqué. Donc il aurait mieux fallu peut-être proposer une liste de mots qu'on intègre dans les mots à trous, dans les phrases, plutôt que d'indiquer nous-mêmes nos propres mots, parce que des fois ça ne matche pas très bien. Après, dans l'immersion, c'est sympa, puisque vous avez votre pirate qui a une certaine destinée, qui a une certaine quête, et du coup, c'est un petit peu rigolo de se présenter entre pirates au tout début, et c'est assez burlesque, c'est un jeu qui se prend pas à la... Voilà, c'est un jeu à prendre aussi à la rigolade, vous êtes des pirates, mais c'est très fun, voilà. C'est un jeu qui est très fun. Donc, le concept du jeu, c'est quoi? Vous partez en bateau, vous allez arriver à avoir plusieurs missions, en fonction des missions, on va vous demander d'avoir certains objectifs, vous allez enquêter, vous allez partir explorer, vous allez discuter avec votre capitaine, il va vous donner des quêtes et chaque perso comme ça va faire avancer l'histoire, son histoire, et vous allez avoir des tests, ça va se jouer au dé. Vous allez lancer un dé et en fonction de la caractéristique demandée, en fonction de ce que vous allez devoir faire comme jet d'attribut, on va vous demander par exemple un jet de découverte si vous devez faire ça, ou si vous allez chasser dehors, on va vous demander un jet de chasse. Vous lancez votre dé et vous rajoutez votre caractéristique de chasse au début à 0, et à chaque fois que vous lancez un test de chasse, vous améliorez votre caractéristique de chasse. On se ressemble un peu au MMORPG ou RPG, où à chaque fois que vous lancez une caractéristique, vous vous améliorez dans cette caractéristique, et donc vous cochez des petites cases. Et si vous cochez une case qui a une étoile, et ben ça vous fait avancer dans vos constellations. Et si dans vos constellations, quand vous avancez, vous cochez un point d'exclamation, ça fait améliorer petit à petit la fin du jeu pour essayer de gagner avec votre pirate. Donc comme ça vous avez ce concept d'amélioration de fiches de perso et de caractéristiques. Vous lancez un dé, en fonction du résultat c'est plus ou moins réussi. C'est pas punitif dans le sens de lancer 2 dés, c'est juste que vous aurez des bonus plus ou moins importants ou malus, parce que vous pouvez quand même avoir des problèmes avec votre bateau. Donc ce côté là est très sympa, on ressent bien l'immersion du pirate puisque vous jouez tous ensemble, c'est coop et pas coop à la fois puisque vous devez jouer pour votre propre compte, et l'évolution du perso est très sympa.
À côté de ça, vous avez donc, les règles s'expliquent très rapidement. Vous allez avoir une map où vous allez naviguer et petit à petit, vous allez dévoiler en fait des tuiles et arriver sur des récifs, des îles, peu importe, ou peut-être des bateaux qui vont vouloir vous assaillir. Et ça, c'est aussi très bien fait sur la map qui va se dévoiler petit à petit en fonction des scénarios. Et c'est très rejouable parce que même si vous refaites un scénario que vous avez déjà joué, vous n'aurez pas les mêmes tuiles révélées. Ils ont énormément bossé sur ce jeu parce que à chaque fois, il y a un peu comme dans un livre dont on est le héros, en fonction de la campagne, en fonction de la tuile révélée, vous allez avoir des histoires qui vont être différentes. Donc sur une même campagne, il y a un axe narratif, il va falloir aller vers un certain objectif, mais en fonction des tuiles que vous révélez, ça va vous amener vers des lieux différents, vers des récits différents aussi. Donc c'est très sympa, vous avez des cartes histoire, il y a là ici vous avez de quoi les rangements qu'il n'y aura pas dans la V2 du jeu, donc si vous êtes intéressé, dans la V1 c'est cool, il y a le rangement qui est prévu pour, avec les actions de relance, si vous avez raté votre jet, vous pouvez relancer, si vous avez gagné ça. La peau de banane, pour ceux qui aiment bien la banane à la garageux, du coup vous prenez le moins bon des 2 dés, ça vous oblige à lancer 2 dés et à prendre le moins bon des 2. Vous avez un système dans le jeu où vous allez devoir tous ensemble gérer le bateau. Donc il y en a qui vont gérer la famine, il y en a qui vont gérer l'infamie, c'est-à-dire qui est le pirate le plus populaire sur le bateau. Et celui qui est le plus populaire, il va jouer en premier. Donc il y a un système avec vos jetons de pirates. Vous allez à chaque fois, tout au long des rounds, être plus ou moins avancé sur votre piste d'initiative. Vous n'allez jamais toujours jouer dans le même ordre, ça va dépendre de vos actions. Plus vous êtes infâme et plus vous allez être premier à jouer sur le round. Donc ça, il y a de la stratégie là-dessus, puisque vous allez choisir des quêtes qui vont peut-être vous faire monter en infamie pour pouvoir jouer dans les premiers, et puis du coup ça va changer à chaque fois en fonction de votre infamie qui va bouger. Il y en a qui vont s'occuper de la coque du bateau, qui vont s'occuper de lancer les canons, il y en a qui vont s'occuper de la gestion du moral sur le groupe. Donc chacun va avoir comme ça un petit peu son rôle quand vous jouez à 6 joueurs, et c'est très bien fichu pour ça. Avec du lancer de dés encore une fois, donc là voilà, vous avez vu, vous avez des pistes, et donc chacun va s'occuper de pistes de canon, le second va s'occuper de la piste d'équipage, la grogne, c'est-à-dire que si jamais l'équipage n'est pas content, à un moment donné, vous pouvez perdre la partie. Et donc il faut arriver à réussir le scénario demandé par la campagne, vous allez devoir être tous ensemble pour faire en sorte que votre bateau ne coule pas, et ne pas avoir trop de grogne dans votre bateau, donc il va falloir jouer à moitié coop, et à la fois réussir à faire votre évolution de personnage. Comment ça fonctionne? Sinon, dans le principe du jeu, on évolue notre perso, mais sinon à chaque round, en fait, vous n'allez pas regarder ce qui est à droite du jeu, vous allez regarder que les actions disponibles de la zone en cours. Vous allez choisir, donc en fonction de votre piste d'initiative, le premier va choisir où c'est qu'il se place. Ça, ce sont les actions. Donc à chaque fois, vous avez un gros livre et vous avez des actions disponibles. Et donc en fonction des actions disponibles, vous allez vous placer et ça va produire des événements. Par exemple, vous pouvez vous placer là, là, là. Ici, c'est obligatoire, par exemple, il y a quelqu'un qui doit se placer ici. Ici, c'est qu'une seule personne qui s'y place. Ici, on peut être plusieurs à s'y placer. Et puis voilà, donc en fait, si vous, par exemple, quelqu'un se place en premier ici, les autres pourront plus s'y placer. Par contre, les derniers à jouer seront obligés de se placer là et là. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une stratégie de si je joue en premier ou pas, j'aurai plus ou moins de possibilités pour choisir de pêcher ou de tracer un itinéraire, préparer les canons en fonction des différents scénarios que vous décidez de faire. Une fois que vous avez choisi votre action, la première, la plus haute va s'activer, puis le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand ça s'active, souvent à droite, on va vous demander, il faudra le lire qu'après, de lancer un dé, la plupart du temps, mais pas que. En fonction du dé lancé, ça va vous dire ce que vous allez gagner ou ce que vous allez perdre. Ce que vous allez gagner, vous allez peut-être gagner des compétences pour votre perso, ou gagner des choses pour le bateau, ou perdre des choses. Donc ça, vous le verrez en fonction de votre lancer de dés, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc voilà, à chaque fois, on se positionne sur une des actions, et quand tout le monde s'est positionné, on va révéler une à une les actions de chacun en lançant un dé la plupart du temps. Et ça va être chronométré. Donc du coup, vous allez avoir 40 secondes. Par exemple, quand vous êtes à 6 joueurs, il va falloir se booster. Puisque sinon, vous allez avoir de la grogne dans le bateau. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous contents, on ne veut pas tous la même chose. Et dans ce cas-là, on risque de perdre si jamais il y a la grogne qui monte trop. Donc il va falloir se grouiller quand même dans l'équipe, quand on a joué à 6 joueurs, pour choisir les actions que l'on veut faire. Sachant que
Voilà, on pourra des fois pas toutes les faire, des fois elles vont se verrouiller, on ne pourra plus les refaire. Et en fonction des actions ou en fonction des lieux sur la carte, eh ben on va nous donner des numéros. Et ces numéros-là vont donner en fait sur l'application, ça va nous donner ce qu'il faut rentrer sur l'application comme numéro. Et on va avoir une histoire. Et l'histoire est très bien fichue. Vous allez avoir la voix off qui va vous immerger complètement dans l'immersion du jeu. Et c'est très bien fait, c'est très délirant. Et vous allez avoir à chaque fois comme ça des nouvelles quêtes, il va vous expliquer ce qui vous arrive, si vous décidez d'aller sur mer ou attaquer un bateau, ou si vous décidez d'aller explorer une grotte, ou si vous décidez je sais pas moi, de faire une mission du capitaine. À chaque fois, c'est la voix off qui va vous expliquer ce qui se passe, l'aventure, et ça c'est vraiment très bien. Il vous faut l'appli, mais c'est pas grave. Voilà, pour terminer, donc vraiment à 6 joueurs, c'est une belle aventure. Quand même donc jusque là j'ai dit tout ce qui était vraiment chouette. Je vais quand même maintenant dire les choses moins bien sur ce jeu, ce que j'ai moins bien aimé. Il y a plusieurs choses, donc attention si vous êtes intéressé par Forgotten Waters. Le premier, c'est le fait que quand vous êtes à 6 joueurs et que vous avez un tout petit truc, un tout petit écran, quand vous êtes tout autour de la table, et ben on voit rien du tout ici. Ils auraient dû peut-être faire des fiches ou les détacher, qu'on puisse les détacher. Enfin bref, il y en a un qui peut voir, mais tous les autres, ils ne voient rien du tout. Donc c'est gênant parce que vous devez choisir vos actions. Alors on ne doit pas le voir à droite, vous allez me dire. Mais après, une fois qu'on valide notre action, ça aurait été bien de pouvoir voir quelque chose. On ne peut pas... Parce que si vous avez vos standees sur le plateau, parce qu'on les met là-dessus, bah du coup, si vous devez le prendre, le cahier, pour le lire devant vous, évidemment, vous faites tomber tous les standees. Donc c'est pas pratique d'avoir les standees sur les figurines sur le livre et de devoir lire aussi parce que du coup on n'y voit pas très bien. Donc c'est au niveau de l'ergonomie, je mets un moins là-dessus parce que franchement c'est vraiment pas pratique de lire quand vous êtes 6 joueurs, vous y voyez pas grand chose et puis du coup on peut pas vraiment se passer le bouquin. Les standees ils sont un peu petits donc ils tiennent pas très bien donc ça se casse la gueule et ça c'est un peu chiant. Donc ça c'est plutôt côté ergonomie. Au niveau du jeu, la voix off, du coup c'est toujours un homme donc quand c'est une femme qui est concernée c'est un peu dommage d'avoir l'homme qui parle en voix off, ça c'est aussi un petit peu pour les petits retours. Voilà, ça reste de l'ergonomie, ça c'est pas bien gênant. Maintenant il y a un truc qui m'a gêné, c'est pas la campagne en elle-même, l'émission, on en a fait qu'une, c'est le fait que la mission d'introduction qu'on vous propose, la mission qu'on nous propose dans Forgotten Waters, la mission d'intro, en fait, à chaque fois, chaque aventure, donc c'est des campagnes individuelles, chaque aventure, elles sont séparées en deux sessions. Donc vous allez avoir 2 sessions, vous pouvez sauvegarder à la fin de la première session. Et ces sessions, je les trouve, en tout cas pour la première aventure, trop longues. C'est bien que ça soit long comme jeu, mais pas la première aventure. Je trouve ça tellement dommage, c'est un jeu qui est super accessible. C'est un jeu où on peut jouer avec tout le monde, on peut initier des mondes au jeu de rôle avec ça, c'est super. Mais pourquoi il y a l'aventure, la première aventure de découverte, et il faut jouer 5 heures pour la faire? À 6 joueurs, je parle 5-6 heures quand vous êtes 6 joueurs. Alors peut-être à 2 joueurs ça dure 4 heures, mais ça dure pas moins de 4 heures, c'est 2 fois 2 heures. Donc ça je trouve ça dommage de ne pas avoir proposé des missions qui soient plus courtes, au moins pour s'initier au jeu. Des missions longues pourquoi pas, moi j'aime bien, mais pas la première mission d'initiation. Donc là on s'est retrouvé à faire 2 sessions de 3 heures, on a joué 6 heures pour faire le premier scénario en fait. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Pas dans la sensation de jeu, c'était très bien, mais beaucoup trop long pour une découverte du jeu. Ce qui fait que le jeu, je pourrais pas le sortir. S'il y a des amis qui viennent à la maison qui veulent découvrir, c'est pas possible. Enfin, à moins de jouer 6 heures, voilà, sur la journée. Mais c'est dommage parce que c'est pas un jeu je trouve qu'on aurait pu y jouer, pas qu'avec des joueurs experts. Et du coup, le fait que ça dure 6 heures ou 5 heures, ça empêche d'y jouer avec tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un gros défaut. Parce que le jeu, il se prête très bien, il joue avec tout le monde, donc c'est dommage. Ça mériterait de mettre des nouvelles missions. Voilà, donc il y a ce côté-là qui m'a fortement... Voilà, je dis, tiens, c'est dommage, maintenant ça n'empêche pas de jouer avec que des joueurs initiés et de jouer pendant 5 heures ou 6 heures. Mais voilà, ce côté-là, je dis, tiens, ça serait sympa de rajouter un scénario. Et la dernière chose, c'est que ce scénario d'introduction, encore une fois, je l'ai trouvé punitif. Je l'ai trouvé punitif, on ne sait pas ce qu'on va faire, on découvre. Vous découvrez comment ça fonctionne le bateau, comment vous découvrez... Enfin voilà, on découvre plein de choses, les mécaniques du jeu. Et petit à petit, on comprend mieux comment ça fonctionne. Mais vous êtes dans le scénario. Et je trouve que le scénario est punitif parce qu'en fait, on a joué pendant 5 heures. On évolue son personnage. Moi, j'étais presque à 4 de constellation. J'étais content. Je dis, c'est cool, on va finir avec ça. On a réussi le premier objectif, le deuxième. Mais en fait, les objectifs se révèlent petit à petit. Et du coup...
Et du coup, on ne sait pas la durée de la première campagne. Donc on a du mal parce que c'est quand même limité, parce qu'il y a la menace qui arrive, et si vous avez trop de menaces, vous perdez la partie. Et en plus, il y a voilà, je vais pas vous spoil, mais voilà, il y a des choses qui font que vous pouvez perdre la partie. Et comme on n'a pas ce dosage de combien de temps ça va durer, et du coup on joue et on est un peu dans le vague, on sait pas trop, on découvre. Pourquoi pas? Je trouve ça très sympa, mais dans ce cas-là, faut pas qu'il y ait un truc à un moment donné qui nous empêche d'avancer plus dans l'histoire. Donc là, nous, on a joué la c'est en 2 sessions. Première session impeccable. Deuxième session, au bout de 2 heures, et là, malheureusement, les objectifs, on les a révélés petit à petit. On était content, on avançait dans l'histoire. Et là, du coup, on nous a redonné un objectif qui était beaucoup trop loin. Et du coup, on a perdu la partie. Et là, je vous avoue que j'étais frustré parce que pour une mission d'introduction, quand tu joues 5 heures ou 6 heures à 6 joueurs et qu'en fait ton perso, tu t'es un peu habitué à lui et puis que du coup, t'as perdu, quoi. Tout le monde a perdu. Donc tout ce que tu as évolué sur le perso, tu vas pas jusqu'au bout. La mission, du coup, tu sais pas la fin de la mission, tu as perdu, quoi. Voilà, tout simplement. Évidemment, pourquoi pas, quand c'est du jeu expert et tout ça, ok, certes, c'est cool, quand on connaît bien le jeu. Mais là, sur une mission d'introduction, encore une fois, qui est conseillée, se retrouver à jouer pendant 6 heures, tu découvres le jeu, tu connais pas tout des mécaniques, et puis à la fin, bim, tu perds parce que, en fait, tu savais pas que c'était qu'il fallait jouer plus rapidement ou que, du coup, le timing était trop serré. Tu perds, tout le monde a perdu au bout de 6 heures de jeu, et puis tu sais pas la fin. Ton personnage, du coup, ça sera fini parce qu'il faudra en refaire un nouveau. Et donc, j'ai trouvé ça punitif et frustrant. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'est dommage. Après évidemment on va y rejouer, hein. Et puis maintenant on connaîtra les règles et puis on rejouera un autre scénario et puis on sera très content. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage de ne pas avoir un scénario qui soit, pour commencer en tout cas, qui soit pas moins punitif et qui soit plus accessible, plutôt que de se faire casser les pattes sur une première session de jeu, surtout quand tu as joué ta première partie pendant 6 heures et qu'en fait tu n'arrives pas au bout. Donc la première campagne qu'on a fait, hein, c'est par-delà les confins. Voilà, je l'ai plus là dessus parce que c'est sur l'application, c'est sur le téléphone. Et du coup, je sais même pas si j'aurai. Oui, on va la refaire, il faudrait peut-être la refaire, mais il faut avoir envie de rejouer pendant 4 heures, sachant qu'il y a des choses qu'on connaît déjà, du coup, même s'il y aura de la rejouabilité parce qu'il n'y a pas les mêmes tuiles qu'on révèle, mais il faut se retaper 6 heures de jeu sur un peu quand même la même histoire. Donc là-dessus, voilà, quand même gros point négatif. Donc il y a les deux balances. C'est à la fois le jeu est super bien sur des points, et à la fois le côté mission, j'ai trouvé que ça ne manquerait pas de grand chose. Juste une mission qui explique un peu bien les règles et qui soit pas punitif et avec lequel on peut y jouer avec plein de gens sur 1 heure et demie, on va dire, déjà ça réglerait pas mal de choses, de mes frustrations. Voilà. Et écoutez, on a fait le tour de mon bilan ludique de janvier 2022. J'espère que ça vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, on fera pareil pour le mois de février. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve en live ce vendredi soir vers 21h30. On fera le bilan de la gare à jeux puisque ça sera bientôt dans quelques mois, 2 ans. Et il va falloir faire le point sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce que j'améliore, comment faire pour gagner de la visibilité. Enfin bref, on verra tout ça en live ce soir pour ceux qui veulent être présents ce vendredi soir, ce vendredi 28 janvier. Et écoutez, je vous dis bonne fin de semaine et puis à bientôt.